Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment aider un ado qui se referme sur lui-même? On pose la question aujourd'hui à Emmanuel Thiel, il est pédopsychiatre, il publie un ouvrage fort utile sur le sujet. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire antique. Et l'actu, eh bien, c'est la découverte au Danemark d'un portrait en bronze d'Alexandre le Grand. L'heure de la récré, toujours avec Cécile Fournier, un anniversaire, celui d'un des plus célèbres bestiaires de l'édition jeunesse, les petites bêtes d'Anton Krings ont 30 ans. Rendez-vous enfin avec Marie-Olivier, chose promise, chose due. Dans son cours particulier, elle vous raconte aujourd'hui l'épopée d'El Sistema. C'est un programme pédagogique et musical vénézuélien qui a fait des émules dans le monde entier. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Cantoral. L'adolescence est par définition une terre de contrastes où se côtoient les émotions contradictoires qui se succèdent d'ailleurs aisément au cours de la même journée. Voilà entre autres ce qu'écrit Emmanuel Thiel dans 100 idées pour lutter contre le repli social des adolescents. Le livre vient de sortir aux éditions Tom Pouce. Emmanuel Thiel, bonjour. Bonjour. Bonjour docteur, devrais-je dire. Vous exercez à Tournai en Belgique, tout à fait. Juste de l'autre côté de la frontière. Oui. On va commencer, mais les problèmes sont les mêmes qu'en France. Ça, oui. Je vous le dis tout de suite. Pour l'adolescence. On va commencer par définir le repli social, ce qui n'est pas forcément simple parce que un peu de repli social quand on est ado, c'est pas forcément anormal non plus. Donc quand est-ce que ça devient problématique? Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Hein. Le repli social fait partie finalement de l'ADN des adolescents. C'est même une nécessité. Hein. Souvenons-nous de notre adolescence, les temps où on se repliait dans notre chambre pour penser, pour s'apprivoiser soi-même, dans nos changements de pensée, dans nos changements corporels, pour découvrir aussi d'autres choses, des lectures à l'époque. Maintenant, c'est plutôt du côté des écrans, évidemment. Ouais. Et donc, ce temps était aussi un temps intéressant en dehors du regard des parents. Et donc ça reste évidemment une nécessité tout à fait importante pour les ados de nos jours. Voilà, avec une différence dont on reparlera peut-être, c'est que de mon temps, c'était en dehors du regard des parents, mais ça restait dans la chambre. Aujourd'hui, je suis en relation avec le monde extérieur en permanence, hors du contrôle des parents via les réseaux sociaux. Alors, quels sont les indices du moment où ce repli, qui n'est pas forcément anormal, vous venez de le dire, commence à devenir problématique? Alors, on a plusieurs indices, mais qui s'installent vraiment insidieusement, très progressivement. Et c'est ça qui rend difficile parfois le décodage d'un repli social qui serait peut-être plus problématique, voire pathologique. Mais premier indice, c'est quand même l'absentéisme scolaire, qui est souvent perlé au départ, c'est-à-dire un jour par-ci, 2 jours par-là. Une matière qu'on sèche parce qu'on n'est pas à l'aise avec. Une matière où on n'y va pas, un petit mal de gorge qui empêche d'aller un jour ou 2 à l'école. Et donc l'addition évidemment de tous ces jours d'absence doit commencer à nous inquiéter en tant que parents ou en tant qu'adultes qui nous occupons de ces adolescents. Il y a un deuxième indice autour des relations sociales aussi, avec les copains et les copines. Exactement, donc des jeunes qui, durant l'enfance, étaient plutôt ouverts à l'extérieur, qui avaient des activités extrascolaires et qui tout d'un coup s'en désintéressent, parfois sans raison évidente ou autour d'une toute petite dispute qui normalement n'aurait pas dû avoir des conséquences. Et puis les écrans, on en parlait, un surinvestissement des écrans, ça aussi, ça fait partie des indices. Exactement, et c'est un refuge aussi. Hein, donc, on implique souvent les écrans en disant que c'est la cause du repli social, mais moi, je le vois plus souvent comme la conséquence du repli social. Hein. Pour tenir bon dans le repli, il faut parfois recourir aux écrans. C'est donc un continuum. Hein, ça peut aller d'un repli partiel à un repli massif. Et vous dites qu'il s'enracine à chaque fois dans des éléments singuliers de l'histoire personnelle et familiale des jeunes. Il n'y a pas de règle quand même, au fond. Il n'y a pas de règle, parce que c'est vraiment un nouage entre des facteurs de fragilité personnelle du jeune, liés à son histoire, l'histoire de sa vie, l'histoire au sein de sa famille. C'est lié aussi à un style familial, à des relations familiales ou à des épreuves de vie familiale. Et également, bien sûr, c'est lié à des facteurs scolaires, à la manière dont le jeune s'épanouit ou non à l'école, et notamment dans le groupe des autres adolescents à l'école. Alors, absentéisme n'est pas forcément décrochage. Ça peut être un absentéisme perlé, vous l'avez dit, une forme de désinvestissement. Ça peut néanmoins virer à la phobie scolaire et à une rupture. Alors exactement, et c'est malheureusement un symptôme très très fréquent dont on entend de plus en plus parler, cette fameuse phobie scolaire. Alors on parle aussi de refus scolaire anxieux. Refus scolaire anxieux, on a fait une émission dessus il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu un débat sur l'appellation, mais bon, ce qu'on retrouve là derrière, c'est quand même une dimension anxieuse énorme chez l'adolescent. Et c'est pas une question de volonté, l'adolescent ne parvient pas à aller à l'école tellement il est envahi par une anxiété, notamment sur le chemin d'école le matin ou la veille d'une rentrée scolaire.
scolaire, c'est la fameuse difficulté d'endormissement du dimanche soir, mais qui conduit à des insomnies anxieuses. Et ça, c'est le message à toutes celles et ceux qui pensent qu'un bon coup de pied dans le derrière suffit à résoudre le problème. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'un dernier mot pour continuer à faire ce portrait un peu clinique du repli social adolescent juste avant l'anti-sèche de Cécile, c'est un repli qui peut être associé à d'autres troubles. Alors, il y a des troubles anxieux, ça vous l'avez dit, mais des syndromes dépressifs, des psychoses, etc. C'est ça. Donc vraiment, le repli social, si vous voulez, c'est une sorte de voie finale de différentes problématiques. Vous avez parlé de la phobie scolaire, on peut parler aussi de la phobie sociale, donc cette peur d'être en contact avec les autres ou cette impression d'être jugé en permanence comme incapable par les autres. Vous soulignez aussi la dépression de l'adolescent qui est quand même aussi en augmentation pour le moment, et parfois aussi des problématiques plus psychiatriques sévères telles que des décompensations de psychose ou en tout cas des troubles d'allure autistique qui peuvent conduire également à des replis sociaux. 100 idées pour lutter contre le repli social des adolescents. On invite souvent des autrices et des auteurs des éditions Tom Pouce. C'est super bien fait. Je vous en prends, allez, une page au pif, mais c'est juste pour que vous voyez. Voilà, c'est très bien édité. Ça se lit à la fois rapidement et en même temps, on peut lire tout le bouquin. On vous le conseille vigoureusement et surtout, on va continuer à poser des questions au docteur Emmanuel Thiel juste après l'anti-sèche, Cécile Fournier. Les échos de l'actualité dans les programmes scolaires. Cécile, bonjour. L'actualité aujourd'hui, c'est la découverte d'un portrait en bronze d'Alexandre le Grand. Moi, je me suis dit, tout ça va se passer du côté de l'Asie ou que sais-je, mais alors pas du tout, au Danemark. Danemark. Alors c'est un vous en faites des trouvailles. C'est pas moi, hein. Un petit peu quand même. C'est deux archéologues amateurs qui ont trouvé ce portrait daté autour de 200 avant Jésus-Christ. Ça a été découvert à Ringsted au Danemark. Et pourquoi cette découverte a de quoi étonner ? Déjà, parce que elle est loin des frontières de l'Empire d'Alexandre. Oui. Et en plus, ce portrait date de 500 ans après la mort d'Alexandre. Donc ça montre son influence en Scandinavie, là, pour le coup. Voilà, donc ça ne fait pas partie de son empire, non. Vous l'avez souligné, qui était extrêmement étendu. Révision ? Alors, oui, en 323 avant notre ère, il s'étendait à son apogée sur 5,2 millions de kilomètres de la Grèce à l'ouest jusqu'aux actuels Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak et Égypte. Alors qu'il n'a que 33 ans et ça fait 20 ans déjà qu'il est roi de Macédoine. Exactement, il accède au trône à l'âge de 13 ans. Oui, je fais des calculs assez rapides. Mais oui, et il accède au trône parce que son père, Philippe II, meurt assassiné. Il marche sur les traces de ce père qui rêvait, lui, d'étendre son territoire. Oui, alors Alexandre, il est décrit comme colérique, très ambitieux, parano, donc autant dire un charmant personnage. Et oui, effectivement, il décide de partir à la conquête du monde, mais avant, il mate la révolte de la cité grecque de Thèbes. Une fois cela fait, plus aucune cité qui pensait pouvoir recouvrir un petit peu de liberté après la mort de Philippe II, ils sont tous matés, donc ils rentrent dans les rangs, ça calme. Donc et là, direction l'Empire perse. Là, il peut s'en occuper. Oui, on est en moins 334 avant Jésus-Christ, il traverse la mer, direction l'Asie mineure. Il va être blessé à la bataille du Granit, mais il sera sauvé par le général Héphaïstion, général qui fut assassiné par la main d'Alexandre, parce qu'il ne supportait pas qu'il dise du mal de lui publiquement. Ouais, Alexandre va le regretter parce que c'était un très très grand ami, en fait, ce général, mais bon. C'est ce que font les responsables politiques quand ils sont critiqués, ils sanctionnent. Autre épisode notable, oui, ça va, j'ai bien le droit. Autre épisode notable dans cette conquête de l'Empire perse, la bataille d'Issos. Oui, alors c'est là que le roi Darius prend la fuite, une première fois, on va le voir. Ensuite, Alexandre ira en Égypte, il fondera la ville d'Alexandrie. Il a bien nommé. Et se proclamera pharaon, pourquoi pas. Il revient ensuite vers la Macédoine et donc traverse une nouvelle fois le territoire perse. Et là, il y a une bataille où il se bat contre Darius, à nouveau, qui finit par abandonner avec son armée aussi. C'est la débandade. Octobre 330 avant Jésus-Christ, il rentre dans Babylone, puis s'empare de Persépolis, qu'il détruit, et il fait assassiner Darius. Hein ? Voilà. La victoire est totale. La victoire est totale. Oui, à ce moment-là, je le rappelle, il est roi de Macédoine, il est pharaon d'Égypte et il est roi des Perses. Ça lui monte un tout petit peu au cerveau puisqu'il se considère alors comme l'égal des dieux. Et malgré tout, il en veut encore plus. Mais oui, il veut aller faire la campagne de l'Inde. Oui, mais son armée, elle n'en peut plus. Elle est fatiguée, donc elle en a assez. En plus, il essuie des critiques. Il y a des complots qui commencent un petit peu à pointer le bout de leur nez. Et voilà, on sent quand même un grand ras-le-bol général. Et donc là, finalement, l'Inde... non. Il ne va pas y aller. Ils vont faire demi-tour même. Parce que, je le disais, les hommes, ils n'en peuvent plus. Et il abandonne son projet. Et sur le trajet du retour, il est emporté par la fièvre. Nous sommes le 10 juin, moins 322 avant Jésus-Christ. Il a 33 ans. Hop, il est mort. Et lui, il n'y a pas de fils pour prendre sa succession ?
Si, mais Héraclès de Macédoine, c'est son petit nom, il a 4 ans. Donc il ne peut pas prendre la suite. Ouais. Donc c'est les généraux qui vont un petit peu se déchirer l'empire d'Alexandre avec les accords de Babylone. Ils vont tous prendre un petit bout, ça va créer des petits royaumes. Alors la Médie, la Persie, la Carie, l'Égypte, la Phrygie. Ça va entraîner des guerres entre les différents royaumes. Et puis un jour, beaucoup plus tard, ces territoires ne résisteront pas à l'Empire romain, qui débute en moins 27 avant Jésus-Christ, qui finira par tout disloquer. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on ne peut pas tout raconter dans une anti-sèche. Merci beaucoup pour ce portrait d'Alexandre et donc la découverte de cette peinture au Danemark. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Avec des petites bêtes, vous allez voir. Grand oral, Emmanuel Thiel. Ce livre a mûri au fil de mon expérience d'une vingtaine d'années en tant que pédopsychiatre accompagnant des jeunes repliés. Il s'inscrit dans la lignée de mon travail au cœur du centre Le Vert à Soie, alors Le Vert VERT, à Soie, qui est un centre pluridisciplinaire de consultation pour enfants, adolescents et familles situé à Tournai en Belgique. C'est juste de l'autre côté de la frontière et donc le bouquin, c'est celui-ci, je le rappelle, 100 idées pour lutter contre le repli social des jeunes. Emmanuel Thiel, on va maintenant essayer de donner des pistes pour aider les enfants ou les ados en situation de repli social. Alors d'abord, il y a une piste qui est à l'extérieur de la maison, que ce soit à l'école, à l'hôpital, dans les centres sociaux. L'idée, en tout cas, c'est qu'il faut une équipe pluridisciplinaire. Ça, vous le redites plein de fois. Oui, c'est vraiment essentiel, l'approche pluridisciplinaire, parce qu'à la fois, il y aura évidemment une grande importance à comprendre avec le jeune ce qui lui arrive, et notamment à comprendre d'où viennent ses angoisses, entre autres dans son histoire personnelle. Et donc ça, c'est un travail plus classique de psychothérapie individuelle. Il faudra également quand même un espace, et on en parlera peut-être tout à l'heure, de soutien des parents et d'aide aux parents pour que les parents puissent aussi déployer avec créativité des pistes pour aider leurs jeunes repliés. Avant même les pistes, on peut tout de même dire sur les parents que déjà la façon dont on parle à un ado qui commence à être dans leur repli social, mais même s'il n'y est pas d'ailleurs, ça compte énormément. Ça compte énormément. De ne pas trop être dans le jugement, de ne pas trop être dans le... Voilà, je pense essayer toujours de garder quand même un espace de dialogue et un espace de projet aussi. Parce que la tendance que nous, on a pu constater, et d'autres pédopsychiatres aussi l'ont vu, et notamment nos collègues japonais qui ont... Alors ils ont affaire au hikikomori. Voilà, qui ont une grande expérience des fameux hikikomori. Donc hikikomori, pardon, qui restent vraiment chez eux, qui sont des centaines de milliers. Eh bien, nous disait bien, attention au double hikikomori, c'est-à-dire le fait que quand on a un adolescent reclus à la maison, eh bien, on a tendance à fermer notre maison sur fond de honte, de culpabilité aussi en tant que parent, et donc à ne plus inviter d'amis, à ne plus participer à la vie sociale de notre quartier. Et donc l'accompagnement des parents et le soutien des parents va être très important pour garder une maison ouverte, une maison où on fait traverser et où il y a de la vie, tout simplement. Où il y a de la vie et où il y a du social. Voilà. Les angoisses qui jouent un rôle essentiel, alors il y a la psychothérapie évidemment pour essayer de les traiter, ça peut durer longtemps une psychothérapie. Oui, en revanche, il y a des gestes, des propositions assez simples qui peuvent être faites à un ado. Alors évidemment, ça marche mieux au début que si les angoisses sont très installées. Pour aller mieux, autour du sport, de la relaxation, vous en avez plein. Oui, tout à fait. Je pense qu'une des priorités, et c'est souvent celle qu'on mettra en avant dans des entretiens individuels avec le jeune, c'est de permettre aux jeunes de maîtriser un outil de gestion du stress. C'est ça. Alors vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'outils de gestion du stress qui existent, on en trouve tout plein sur Internet, il y a des applications notamment de la méditation, de la cohérence cardiaque, de tous les exercices de mentalisation qui viennent notamment des États-Unis. Mais ce qui sera intéressant, c'est quand même d'aider le jeune à s'approprier un ou deux outils, voire même à l'entraîner, un peu comme un entraîneur sportif, à utiliser cet outil dans le quotidien. Et ça peut déjà retisser un premier lien avec soi-même, avec le collectif. Sur l'école, on ne va pas pouvoir dire tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est les safe space. Oui. Les lieux refuges, on en a déjà un petit peu parlé. C'est une pièce où je vais, mais alors ça, il faut vraiment que toute l'équipe pédagogique et les camarades soient à la fois au courant et jouent le jeu, parce que sinon ça peut devenir terrible, c'est stigmatisant aussi. Alors c'est un travail de collaboration effectivement avec l'école, mais aussi avec tout le groupe classe. Donc je pense qu'il faut que les autres élèves soient informés, mais le principe est relativement simple. Quand le jeune sent monter en lui des signes d'angoisse, et une de nos missions sera d'aider le jeune aussi à repérer ce que sont ces signes d'angoisse, il est autorisé à se lever sans devoir demander la permission à l'enseignant et à se diriger vers cet espace refuge, qui est souvent un espace d'ailleurs qu'il a pu décorer ou en tout cas familiariser avec un objet, avec une photo, avec une petite musique de fond qui lui parle plus spécifiquement. Et là, on recrée un cocon, mais qui n'est pas un cocon permanent, c'est pas le hikikomori, c'est un cocon provisoire, mais qui permet de s'aider. Et vous surtout, proposez aussi...
j'ajouterais, on évite ce réflexe qui est bien compréhensible dans les écoles d'appler directement les parents à la rescousse. Bien sûr, chercher. Oui. Ouais. D'un mot, vous proposez aussi la technique de l'ancêtre en famille. Oui. C'est quoi? Alors, bon, peut-être pour resituer brièvement cela, quand on est replié chez soi, les journées se ressemblent. Il y a une sorte de circularité du temps. Le temps ne s'écoule plus de manière linéaire. Donc, on ne se projette plus dans l'avenir, mais aussi le passé s'efface complètement. Et donc, notre idée, c'est de relinéariser le temps et de permettre... Alors, vous allez chercher loin quand même. On va chercher loin. On demande aux parents, et on le fait surtout dans des entretiens de famille ou en thérapie familiale, d'aller chercher dans la lignée familiale paternelle ou maternelle quelqu'un, une personne qui a apporté des choses positives à la famille, à la société. Et ça aide malgré tout à se réinscrire dans une temporalité, même si on va chercher le grand-père ou l'arrière-grand-mère. En tout cas, c'est une source d'inspiration et plus profondément, c'est une source aussi de fierté. On parle de narcissisme, c'est ça, la fierté, c'est de très confiance important. en soi. C'est essentiel de savoir d'où on vient, quelles sont nos racines. Et en tant que parent, et je me mets dedans aussi, on oublie parfois de livrer toutes ces anecdotes, toutes ces histoires de notre trésor familial. Ce sont autant de pépites qui vont être des supports intéressants pour les ados. 100 idées pour lutter contre le repli social des adolescents. Il y a des sous-titres, comme vous le voyez, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est se déplier pour se déployer à nouveau. Voilà. C'est très poétique aussi, Docteur Thiel. On se retrouve juste après la récré. Volontiers. Cécile Fournier. Un anniversaire pour cette récré. Oui, mais si je vous dis Mireille Labeille, je les connais par cœur, je les adore. Belle la coccinelle. Il y a même des musiques autour des petites bêtes d'Anton Krings, certaines belles compositions de David Chailloux notamment. Ok. Bah ouais. Alors, du coup, parfois je fais des trucs. Vous en savez pas mal. Ouais. Alors du coup, c'est les 30 ans de cette collection des drôles de petites bêtes qu'on le doit à Anton Krings, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc elle fête ses 30 ans. Et qui donc n'est pas seulement une collection de livres, mais aussi une série animée 3D. Oui, il y a une série animée 3D qui a été créée en 2022 et qu'on peut retrouver sur la plateforme TF1+. Ce sont des épisodes de 7 minutes pour les 3 à 6 ans. Il y a aussi un long métrage qui était sorti en 2017 avec les voix de Kev Adams et de Virginie Efira, dans lequel on retrouve le grillon, Apollo, qui est accusé à tort d'avoir enlevé la reine, mais qui va partir à sa rescousse avec ses copains. Loulou le Pou et Mireille Labeille. Ce Loulou le Pou. Qui dit anniversaire dit célébration. Oui, alors évidemment. Cotillon, fêtes, strass et paillettes. Alors, beaucoup d'événements sont prévus, évidemment, autour de ce 30e anniversaire. Déjà, le 23 mai dernier est sorti le tout dernier album, le 73e, Lily Pissenlit. Oui, parce qu'il n'y a pas que des toutes petites bêtes d'air, il le dit, il aime bien le jardin, et donc il y a aussi des végétaux. Alors non, là, Lily Pissenlit, c'est une abeille. Non. Si. Oh bon alors Lily. Ok, d'accord, autant pour moi. Désolé. J'avais entendu Anton Krings il n'y a pas longtemps dire qu'il faisait des végétaux maintenant. Et alors jusqu'au 13 juillet, à la Galerie Gaïa, il y a une exposition aussi gratuite à Paris. Et puis on les retrouve aussi à l'extérieur. Bah oui, c'est des bébêtes. Alors on les voit à l'extérieur, ça paraît logique. Jusqu'au 31 janvier 2025, il y a une exposition de 20 panneaux dans le petit parc du domaine de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Sans oublier que vous pouvez également visiter un potager, un labyrinthe d'herbes hautes et plus de 400 mètres carrés de massifs et de prairies fleuries conçus par le paysagiste concepteur Mathias Kollerdel, qui s'est inspiré des peintures d'Anton Krings pour les aménager. C'est génial. Et l'auteur, si on veut le rencontrer? En fait, il a déjà débuté sa tournée de dédicaces, qui était un peu de se terminer, mais elle va reprendre en septembre jusqu'en décembre, en passant notamment par Bastia, Ajaccio, Angers, Rennes, Angoulême, Bordeaux. Et pour finir, il sera en dédicace à Montreuil, au Salon du livre, et de la presse jeunesse le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Génial. Si on veut suivre, on file sur le site de Gallimard Jeunesse, j'imagine? Site, oui, bien sûr, exactement. gallimard-jeunesse.fr. Rubrique actualité. Merci beaucoup, Cécile. 100 idées pour lutter contre le repli social des adolescents. Grand oral. Livre qui vient donc de sortir aux éditions Tom Pouce, qui est signé Emmanuel Thiel. On continue à explorer les solutions qu'il propose. Le repli social, on l'a dit, à la fois c'est un continuum, c'est multifactoriel, il y a différentes étapes. Vous dites que ça s'apparente parfois à un refus de grandir. Mais comment on remédie à un refus de grandir? Alors juste avant, là, vous nous disiez que sur le rapport au temps, on pouvait raconter les histoires des ancêtres, mais pour le refus de grandir? Alors, peut-être... un des leviers puissants pour lutter contre ce refus de grandir, c'est donner l'envie de grandir. C'est-à-dire entrouvrir un tout petit peu la porte du monde adulte sur des éléments positifs du monde adulte. Et là, on montre à quel point c'est génial. Oui.
On montre le résultat des élections, la planète qui se détruit, les guerres, c'est super. J'adore vos trucs. On ne cache pas sous le tapis, évidemment, tous ces éléments-là, hein, qui nous préoccupent, nous les adultes, mais qui préoccupent aussi les jeunes. Mais on s'arrange quand même en tant qu'adultes, et y compris à la table familiale, pour peut-être donner des petits indices, des petites pépites positives qu'on a eues dans notre journée. On n'a pas eu que des difficultés avec nos collègues ou avec notre patron. Et on est quand même un certain nombre à avoir la chance de faire des métiers qu'on aime bien faire, et ça se raconte, ça se partage. Donc on essaie montrer que c'est un monde un peu désirable aussi, lutter contre la sinistrose. Le contact avec la nature et les animaux peut aider les jeunes repliés. Je vous voyais écouter avec attention Cécile, parlant des petites bêtes dans Tankring. Ça, c'est un vrai truc aussi. Ah, les petites bêtes. Qui a un vrai effet médical, quoi. Exactement. Et là, à nouveau aussi, nos collègues japonais l'ont bien compris, hein, la sylvothérapie, donc les balades dans les bois, l'observation de la nature sont extrêmement puissants, à la fois pour apaiser le stress, mais aussi pour nourrir cet émerveillement dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nous travaillons beaucoup avec le média animal, donc des chevaux, des chiens, un canard, l'équithérapie. Et c'est très intéressant parce que, chaque jeune s'affilie plus particulièrement un animal, un petit canard boiteux qui traverse la cour de la ferme, ou au contraire un cheval très puissant, ou un cheval qui a peur de sauter un obstacle. Donc il y a des choses qui parlent. En tout cas, on tisse des liens, il y a des choses qui parlent. Si je reviens à l'école, puisqu'on est quand même sur School TV, faire participer les élèves à certains aspects de la vie scolaire, ça aussi, ça peut aider à prévenir le repli. Mais à prévenir, parce qu'une fois que le repli est installé, c'est j'imagine, compliqué. Mais en gros, il faut leur faire vachement confiance aux ados. Oui, d'une manière générale, oui. Mais en ayant quand même un minimum d'exigence. Hein, et nous, on a l'habitude de dire qu'on ne va pas imposer un retour temps plein à l'école du jour au lendemain. Non, hein, ça, c'est vraiment très violent et souvent, d'ailleurs, c'est un échec et qui enfonce encore plus le jeune. Mais on va quand même exiger qu'il y ait un lien au scolaire. Hein. En Belgique, comme en France, il y a la notion d'obligation scolaire. Ce lien est à définir. C'est parfois une rescolarisation partielle, c'est parfois une symbolisation du lien à l'école. Par exemple, certaines écoles organisent des portes ouvertes. On va demander aux jeunes d'élaborer une affiche qui pourra être affichée dans la journée porte ouverte de son école. C'est une présence symbolique, même s'il n'est pas physiquement présent dans l'école. Et puis en règle générale, ça fonctionne mieux quand il y a un peu de bien-être à l'école. Et ça, ce sont des questions, je crois, qui sont aussi présentes en Belgique qu'elles le sont tout à fait, avec en France. C'est une très belle approche non loin d'ici à l'UNESCO. Vraiment une approche autour du programme Happy Schools, hein, donc le bien-être. On a parlé ici même, c'est Marie qui va arriver tout à l'heure, qui a raconté le programme Happy Schools. Oui, qui est vraiment passionnant et source d'inspiration pour beaucoup d'acteurs du monde scolaire. Docteur, j'ai une dernière question, justement, avant que Marie nous rejoigne. Qu'est-ce que vous diriez à des parents qui sont découragés par le repli prolongé de leur ado, qui se sentent démunis ? Ne pas rester seul, s'inspirer. Ne pas se replier finalement à leur tour. Ne pas se replier. C'est le double hikikomori. Ne pas être dans le double hikikomori. Et s'inspirer peut-être de nos amis africains. Hein. Il y a un proverbe africain qui dit c'est tout un village qui éduque un enfant. Donc faire appel, s'ouvrir au quartier, s'ouvrir à la famille élargie, inviter. Voilà, faire œuvre sociale dans son quartier, emmener le jeune dans des micro-projets, dans des tout petits projets. Hein. Par exemple, en Belgique, il y a ce qu'on appelle l'opération propreté, où des particuliers, des familles peuvent venir ramasser les canettes dans les fossés, etc. Eh bien, parfois, se dire... pendant 1 heure, on va te proposer ça, et après, on te garantit, au bout de l'heure, tu pourras rentrer à la maison. Et là, on a des belles surprises, parce qu'il y a des échanges. Et des fois, il reste plus d'1 heure en plus. Il reste toute la journée. C'est la magie. Donc, la musique, ça peut marcher aussi ? La musique était Allez, je vais vous emmener au Venezuela. On va replonger aux racines d'un superbe dispositif qui s'appelle El Sistema. Vous restez avec nous. C'est Marie-Olivier qui va nous le raconter dans son cours particulier. Cécile, merci beaucoup. Cours particulier. Il y a des programmes pédagogiques qu'on croise à plusieurs reprises dans des chroniques, on en parle et puis finalement on ne zoome jamais dessus, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ce programme, c'est El Sistema, programme lancé il y a près de 40 ans au Venezuela. On parle aujourd'hui de musique et d'enfants. Exactement, alors aujourd'hui on voyage dans l'espace mais aussi un peu dans le temps pour revenir à un projet dont on a parlé il y a quelques semaines, l'orchestre des enfants d'Odiéné, Odiéné qui est une ville en zone rurale en Côte d'Ivoire. Eh bien, j'avais envie de revenir aux origines de ce projet et de parler d'El Sistema, un projet vénézuélien musical qui a inspiré plus d'une 60aine de pays dans le monde. Voilà, dont Demos, mené par la Philharmonie de Paris en France, ou les orchestres à l'école.
C'est ça. El Sistema, ça a inspiré ces orchestres d'Emos à travers toute la France. El Sistema, le système en espagnol, naît au Venezuela en 1975. Et déjà à l'époque, le pays est pauvre, peu favorisé et en proie à une grande criminalité. Et à l'origine, il y a une personnalité tout à fait fascinante et extraordinaire, celle de José Antonio Abreu. Exactement, Abreu, c'est le fondateur d'El Sistema. Il est économiste et pianiste. Et en fait, il démarre avec 11 élèves en 1975. Il a une grande vision. Pour lui, l'orchestre, ça représente vraiment la société idéale, une utopie qui donne la capacité à une communauté entière, non seulement de se réunir, mais aussi d'exprimer des émotions qu'il dit sublimes. Des émotions sublimes. Et il a cette conviction que la musique, c'est un vecteur de changement social. Exactement. Comme le dit Abreu de manière très pragmatique, quand un enfant est dans un orchestre, il n'est pas dans la rue, il n'est pas dans un gang. Et donc, il peut vraiment faire de la musique et aller plus loin aussi en termes de valeurs, en appliquant la solidarité, l'harmonie ou encore la compassion. Ok, alors comment on passe de 11 élèves dans un garage au Venezuela à des milliers, à la fois au Venezuela et dans le monde? Alors, c'est vrai que l'évolution est fulgurante. Alors, au Sistema, il y a 3 règles très simples. Les enfants doivent commencer très jeunes, doivent être assidus et pratiquer de manière régulière, voire très régulière. Et enfin, ils doivent répéter en orchestre, donc tous ensemble, collectivement. Grâce à cette exigence, des milliers d'enfants vénézuéliens sont sortis de la pauvreté et d'autres chantent et jouent aujourd'hui en orchestre. Et alors comment cette initiative excelle depuis 1975? L'État soutient, y compris à travers des changements de régime? Si ces enfants peuvent jouer aujourd'hui, c'est vraiment parce que le Sistema a pu être financé intégralement et dès le début, non par le ministère de la Culture, mais par celui des Affaires sociales. Voilà, ce qui prend tout son sens, puisque même si Abreu est devenu ministre de la Culture quelques années plus tard, c'est un économiste au départ, et lui, ce qu'il envisage, c'est vraiment le changement de la société. C'est exact. L'ADN d'El Sistema, c'est vraiment social avant tout. En 2007, il y a un programme de l'État qui s'appelle Mission Musica qui permet de financer l'achat d'instruments pour les enfants vénézuéliens. Et la même année, un gros investissement d'une banque de développement. Exactement. Cette banque, en fait, s'est demandé si elle allait investir. Donc, elle a calculé, elle a fait une étude et elle a montré que chaque dollar investi dans El Sistema permettait de faire une économie d'1,68 $ à la société. C'est tout l'argent qu'on ne dépense pas Exactement. Comment, alors par exemple, on se rend compte que les enfants qui sont dans l'orchestre sont plus assidus à l'école, il y a moins de décrochage scolaire, il y a moins aussi de taux de criminalité. Donc la banque s'est dit banco, on investit, et ils ont investi pas moins de 150 millions de dollars pour construire de nouveaux centres. Donc vous imaginez que ça a contribué aussi à l'expansion d'El Sistema. Expansion assez extraordinaire, puisqu'on passe de nos 11 élèves à 1 million. Rien qu'au Venezuela. Rien qu'au Venezuela, c'est bien ça, dont un certain nombre sont devenus des musiciens professionnels, par exemple. Dont mon idole, enfin une de mes, mais bref. Gustavo Dudamel, c'est un grand chef d'orchestre vénézuélien qui aujourd'hui dirige l'Orchestre national du Venezuela, Simon Bolivar, et qui dirige aussi la Philharmonie de Los Angeles. Et qui ne dirige plus l'Opéra de Paris pour le plus grand malheur des mélomanes parisiens et français. Mais tout le monde ne devient pas non plus une star comme Gustavo Dudamel. Et c'est pas grave du tout. Exactement. En fait, le but, c'est de faire sortir les enfants de conditions difficiles, de pauvreté. Et ça a vraiment marché, pas seulement au Venezuela, mais aussi dans le monde. D'ailleurs, on se quitte en musique avec 800 enfants qui ont joué il n'y a pas longtemps, des enfants de l'État d'Aragua. Regardez. C'est malin de me ficeler la larme à l'œil. Quand vous entendez dire c'est fantastique, ça c'est vraiment des trucs qui aident les jeunes, quoi. Oui, tout à fait. Et puis ils ont des responsabilités. L'utilité sociale, c'est fondamental aussi. Exactement. On l'a pas beaucoup dit. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de jouer ensemble, de partager un projet ensemble, le contraire du repli social. Eh bien ça c'est génial. Marie, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés toute cette année, une fois de plus, dans l'émission. Bonnes vacances. Merci. C'est pas les vacances de l'émission, hein. Nous on est là toute la semaine, mais nous on se retrouve à la rentrée. Et c'est toujours un grand plaisir aussi de vous avoir parlé de ce livre, 100 idées pour lutter contre le repli social des adolescents, avec le docteur Emmanuel Thiel, et d'avoir affaire à une équipe aussi formidable que Sophie Coulon au maquillage, Marine Plantec et Pénélope Day pour la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui, avec au son Héloïse Merlin, Ulysse Touleret à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.